Dans le cadre de notre troisième volet, nous avons l'honneur de recevoir Gérard Hédé, auteur, pour évoquer son dernier ouvrage, Les activités perdues du Grand Morin au fil du temps, au fil de l'eau, aux éditions Fiacre. C'est tout d'abord un livre qui plonge au cœur d'un sujet fascinant, la relation entre le bois et le Grand Morin. Le thème de notre mission aujourd'hui va s'articuler autour de ce dossier conséquent qui explore l'interaction complexe entre la forêt, ses ressources et le cours du Grand Morin, un affluent majeur de la Seine dans la région Île-de-France. Un mariage entre nature et rivière qui suscite tant de curiosité que de questions. Mais qu'en est-il véritablement de cette fusion de ces deux éléments naturels? Comment le bois, cet atout précieux, s'est-il historiquement et écologiquement lié au Grand Morin? Donc pour cela, eh bien, notre invité Gérard Hédé, que je remercie encore, je vous salue. Expliquez-nous plus en détail comment s'est déroulé justement à l'époque le flottage du bois qui a connu une extension à partir du XVIe jusqu'au XIXe siècle. Alors comment ça s'est passé un peu? Bon, nous savons que les rivières ont toujours servi de communication faute de routes, puis la sécurité des routes. Donc, surtout pour le bois qui était quand même lourd, pondereux, on a utilisé les rivières, mais partout en France. Pour ce qui nous concerne, sur le Morin et Paris, Paris avait besoin d'être alimenté de beaucoup de bois, d'abord pour la construction, secondo pour le chauffage, et tertio pour faire le pain, ne serait-ce que le pain. Donc, la région en amont de Coulommiers, du Morin, ainsi que de la Marne et du Petit Morin, était fortement boisée. Donc, par définition, un bout de bois que vous jetez à la rivière, il suit le courant et il peut mettre des semaines et des mois pour arriver peut-être à destination. Alors pour ce faire, on a organisé le flottage du bois en forme de... Alors il y a eu plusieurs techniques. La première technique a été le flottage à bûches perdues. Alors qu'est-ce que c'est que ce flottage à bûches perdues? Donc on débitait des bûches qui faisaient au maximum 1 mètre, qui étaient jetées à la rivière, et puis on laissait le courant là, pousser cette bûche jusqu'à Paris. Oui, mais pour ce faire, il y avait ce qu'on appelait des meneurs d'eau, c'était des spécialistes qui surveillaient les bûches qui étaient jetées à la rivière, qui surveillaient le passage des biefs, qui aidaient le cas échéant la bûche à franchir ce bief, et surtout veillaient à ce que les bûches n'aillent pas dans les chenaux qui alimentaient les roues des moulins. Car il y avait sur le Morin 92 moulins. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le flottage à bûches perdues. À un certain moment, on regroupait ces bûches et on avait deux options, c'est-à-dire on pouvait les transporter par bateau, nous verrons ce volet un petit peu plus tard, mais surtout par train de bois, à savoir qu'on débitait des grumes, on fabriquait des radeaux, et sur ces radeaux, on entassait le bois, et tout ça allait jusqu'à Paris. Alors le Morin, vous aviez la Marne, vous avez l'Ourcq, vous aviez la Vanne, toutes ces rivières qui convergeaient vers Paris alimentaient Paris en bois. C'était une activité très 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 importante et pratiquement, comme pour la navigation, on verra ça tout à l'heure, les flotteurs étaient prioritaires. Les riverains étaient obligés de leur laisser un marchepied, ce qu'on appelait un marchepied de rivière, qui permettait à ces flotteurs de marcher le long des rives pour surveiller les bûches. Alors à cette époque, bon, là, le bois a une importance. Est-ce qu'il y a une concurrence avec le charbon, ou le charbon est un élément est venu après? Bien après. Le charbon est arrivé au 19e siècle? Oui.
Par contre, à un certain moment, pour déclaration de pratique, on a fait beaucoup de charbon de bois, car c'était moins lourd à transporter, donc on pouvait, le cas échéant, même les transporter par route, quand il y avait route. Mais au niveau justement de l'exploitation des forêts, qui avait la gérance et qui pouvait décider qu'on pouvait couper tel bois, telle forêt, telle partie de forêt, etc. C'était un peu anarchique. Hein. En général, les forêts appartenaient au seigneur. Bon, il vendait son bois. Alors il est évident que quand ce n'était que des petits rondins que l'on envoyait dans la rivière, ça c'était pas contrôlé, pas trop contrôlé. Par contre, tous les bois en grumes débités pour la construction et également pour faire des radeaux étaient obligatoirement, devaient être marqués. Coup de... D'accord, mais c'était quoi? C'était le sceau du seigneur? Non, de l'exploitant. De l'exploitant. De l'exploitant. Et ce son, on le retrouvait pratiquement sur chaque bûche qui était détaillée. Il était obligé de le faire. Il était obligé de le faire. Alors en principe, on faisait un blanchi sur l'écorce, et puis on donnait un coup de marteau sur lequel il y avait les initiales du vendeur, de l'exploitant. Alors, justement, jusqu'à quelle époque a existé ce flottage à bûche perdue? Parce qu'après, il y a un peu plus tard, il y a eu le flottage par train. Alors, quelle différence faites-vous entre... Alors oui, alors train, c'est-à-dire, là, par train, c'est-à-dire qu'on a... il est invraisemblable que l'on puisse jeter une bûche en amont de Coulommiers et qu'elle aille de ses propres jusqu'à Paris. Non, elles étaient à un certain moment regroupées. Elles étaient ou montées, ou chargées sur bateau, ou sur des trains. Des trains, c'est-à-dire des radeaux. On prenait des grumes, des gros morceaux, des arbres, quoi, en fin de compte. On faisait des radeaux, et par-dessus ces radeaux, on entassait ces petites grumes, ces petits rondins. À partir de quelle époque, justement, ce flottage par train bon, ça s'est fait depuis les temps immémoriaux, hein, quand on a pu. Et puis, ça a été abandonné au XIXe siècle. Hein, dans nos régions, ça a été abandonné au XIXe siècle pour plusieurs raisons. Le Morvan était région défavorisée sous Louis XV. Louis XV a exonéré les bois qui venaient du Morvan parlons des frais de douane, de taxes pour les ports parisiens. Et alors, l'occasion de parler des ports parisiens, vous aviez des ports, chaque spécialité, vous aviez le port au vin, vous aviez le port au bois, vous aviez le port, etc., etc. Mais alors, qui désignait justement, qui donnait, par exemple, que tel port c'était plus pour le vin? La tradition. La tradition? La tradition, hein. Ah oui, c'est la tradition. Et alors, il y avait combien de ports, alors, justement Oh ben, on en a dénombré, là, justement. Bon, par exemple, chaque port avait sa spécificité. Au port Saint-Paul, le marché aux fruits et aux poissons. Le port Saint-Nicolas, tout ça, c'est sur les rives de la Seine, en plein Paris médiéval. Alors, quand on parle de poissons, on parle bien de poissons de rivière, hein? De rivière, oui. Hein. Les bateaux venant du Havre, avec les produits du Midi. Alors imaginons que ces produits faisaient le tour de la Méditerranée. Oui, par le sud et puis remontaient. Ah oui. Au quai des Ormes, il y avait le marché aux veaux. Au port des Tournelles, les arrivages de bois, de plâtre et de tuiles. La place de Grève, là devant l'hôtel de ville de Paris actuellement, arrivait le foin, le blé et le charbon. Au port Saint-Bernard, c'était le marché au vin. Mais alors, tous ces bois qui arrivaient par train,
Est-ce qu'il y avait par exemple des attelages, comme on peut le voir des fois dans les canaux, où ce sont des animaux qui tractaient les péniches pour remonter? Comment se déroulait Alors, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on chargeait le bois dans des bateaux, ces bateaux étaient très anciens, étaient allés à la force humaine. Et à partir du XVIIe siècle, ça a été des attelages de chevaux, ou de mulets, ou mixtes. Voilà, donc est-ce que vous avez le sentiment que, alors effectivement, pour en savoir davantage sur le flottage et puis également sur les ports, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de nous plonger dans votre revue, votre ouvrage intitulé Les activités perdues du Grand Morin, au fil du temps, au fil de l'eau, et tout ça c'est aux éditions Fiacre. Gérard Hédé, merci, puis on se retrouve très prochainement pour la poursuite. Je vais parler quand même, au XIXe siècle, la forêt de Crécy a servi énormément pour Paris. Donc on a beaucoup coupé et il y a les grumes, des arbres entiers qui ont été débardés et qui ont été chargés sur bateau à partir de Tigeaux pour Paris. Mais entre la forêt et le port, le moyen de transport était les trinquebales ou les triquebales. Ce sont des engins assez particuliers, à savoir que le chargement est en dessous les cieux. Et c'était uniquement utilisé pour ça. Et ce qui est amusant pour l'abri et pour la région, notre région, c'est que, en règle générale, tous ces charretiers qui venaient de la Thiérache, et on les appelait ici, avec un petit air de dégoût, de mépris, les Thiérachiens. Voilà. Voilà, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver justement au sein du dernier ouvrage de Gérard Hédé intitulé Les activités perdues du Grand Morin, au fil du temps, au fil de l'eau, aux éditions Fiacre. Eh bien, Gérard Hédé, merci. Puis on se donne rendez-vous pour notre prochain thème qui sera la navigation. La navigation.